Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. En général, je déjeune dans un petit restaurant près de mon bureau. Mais aujourd'hui, à cause d'un surplus de travail, je fais exception à la règle. C'est ainsi qu'à 12h30, j'éteins l'ordinateur, je range les dossiers et je vais ouvrir la fenêtre. La fenêtre donne sur un parking, mais même en provenance d'un parking, la bouffée d'air qui entre me fait du bien. Voyez-vous, après une matinée chargée, je souffre souvent d'un léger accès de migraine. Je suppose que c'est normal. En fermant les yeux, je respire un bon coup l'air fleurant le tarmac et la carrosserie qui cuit au soleil sur le parking. Ça change du traitement de texte. Je dépose un paquet de sandwichs sur mon bureau et m'apprête à ouvrir une boîte de coca quand on frappe à ma porte. Tiens, à cette heure-ci, qui ça peut-il bien être? Au déjeuner, tout le monde s'en va, les bureaux sont déserts. Et quand je dis désert, je n'exagère pas. Oui, voyez-vous, je suis le patron d'une petite entreprise d'import-export qui ne compte qu'une vingtaine d'employés. Enfin, 19 pour être vraiment précis. Comme il n'y a pas de cantine et que nous sommes situés à moins d'1 kilomètre de la plage et de tout ce qu'elle peut offrir, vous pensez bien que personne ne s'attarde ici, plus que nécessaire. Personne, sauf moi. Sauf moi et celui ou celle qui frappe à la porte. Entrez! Et là, j'ai la surprise de la journée. Henry Chandler pénètre dans la pièce. Mais pourquoi diable Chandler me rend-il visite aujourd'hui, précisément aujourd'hui, la seule fois où je déjeune dans mon bureau? Henry Chandler. L'employé modèle, certes, mais l'employé que j'évite avec le plus grand zèle. Pourquoi éviterais-je avec le plus grand zèle un de mes employés modèles? Êtes-vous en droit de vous demander? Excusez-moi, mais je suis tenté de vous répondre que ce ne sont pas vos oignons. Henry, vous n'êtes pas parti déjeuner? Comme vous pouvez le constater, Monsieur Davis. Tant d'audace de la part d'un homme aussi effacé me sidère. Serait-il au courant? Que puis-je pour vous, Henry? Pour commencer, m'offrir un siège, Monsieur Davis. Non, excusez-moi, oui. Asseyez-vous, Henry. Et alors? Fais-je en déballant mes sandwichs pour lui signifier qu'il est sur le point de me déranger. Il me regarde faire en silence, puis me demande tout à trac. À quoi? Vous demande pardon? À quoi? Ils sont à quoi, vos sandwichs, Monsieur Davis? Ah, saucisson. Ah, saucisson, pourquoi pas? Dit-il en sortant un revolver. Un énorme revolver, lourd, bleuté, mortel. Je sursaute, un sandwich dans une main, une boîte de coca dans l'autre. J'imagine que j'ai l'air ridicule. Donnez-moi un, Monsieur Davis. Vite, donnez-moi un de vos sandwichs. Me dit-il, son arme pointée dans ma direction. Mais il est devenu fou, complètement fou. À moins... Je préfère ne pas penser à l'autre éventualité. Vous savez, Henry, il n'est pas nécessaire de me menacer d'un revolver pour partager mon maigre repas. C'est pas pour ça que je vous menace, Monsieur Davis. Dit-il, prenant le sandwich que je lui tends.
J'avoue que je n'ose pas lui demander pourquoi, mais je le devine, hélas. Voyez-vous, monsieur Davis, j'estime que le sandwich est une des plus belles inventions de l'esprit humain. Il n'est pas seulement nourrissant, mais extrêmement pratique. On peut le consommer sans avoir à se préoccuper outre mesure. On peut en même temps lire, surveiller quelqu'un ou tenir un revolver. Au mur, la pendule marque 12h40. Chandler et moi sommes seuls, désespérément seuls dans les bureaux. Il mâche tranquillement son sandwich en souriant. Ma femme et vous avez été très discret, monsieur Davis, très discret. Nous y voilà. Ça y est. Ma première impression était la bonne. Exceptionnellement discret, monsieur Davis, et c'est cette discrétion qui tourne aujourd'hui à mon avantage. Bien entendu, je vais m'arranger pour que vous ayez l'air de vous être suicidé. Mais enfin, Chandler, j'ai tout prévu, monsieur Davis, tout. Même si la police ne s'y laisse pas prendre et conclut au meurtre, elle sera bien embarrassée de découvrir un mobile, n'est-ce pas? Il n'y a aucun lien visible entre nous, sauf le fait que je suis votre employé, comme 20 autres personnes. Enfin, voyons, Chandler, votre femme le saura, elle avertira la police. Il éclate de rire, le revolver toujours pointé dans ma direction. Délicieux, ce sandwich, monsieur Davis. Je peux en prendre un autre? Le moins que l'on puisse dire, c'est que je suis le dos au mur, au fond de l'impasse. Remarquez, il y a toujours une solution. Toujours. Mais quelle solution? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. La seule fois depuis que j'ai ouvert ma société d'import-export que je reste au bureau à l'heure du déjeuner, quelqu'un frappe à ma porte. Henry Chandler, un de mes employés, un employé modèle d'ailleurs, un assassin modèle aussi car il sait qu'il n'y a personne dans l'établissement et qu'il pourra faire passer mon meurtre pour un suicide. Mais comment a-t-il appris que j'ai une liaison avec sa femme? Nous avons été si discrets, Hélène et moi. En attendant, il me menace d'un revolver tout en mangeant cyniquement mes sandwichs. Mais voyons, Chandler, vous pensez que votre femme ne se posera pas de questions quand elle apprendra mon présumé suicide? Oh, j'en doute, monsieur Davis, j'en doute. Voyez-vous, une femme peut faire beaucoup pour son amant tant qu'il est vivant. Mais une fois qu'il est mort, c'est une autre affaire, monsieur Davis. Comme vous le savez, monsieur Davis, les femmes sont dotées d'un grand sens pratique. D'autre part, il y aura le fait qu'elle soupçonnera seulement que j'ai pu vous assassiner. Elle ne le saura pas. Jamais. Jamais. C'est là toute la nuance, n'est-ce pas? À défaut d'autre chose, cette incertitude l'empêchera de s'adresser à la police. Elle se dira, avec beaucoup de bon sens, qu'il n'y a aucune raison de révéler à des inconnus, même policiers, son aventure avec vous. D'ailleurs, n'est-ce pas, en dehors de moi, il existe peut-être des douzaines d'autres personnes qui souhaitent votre mort. Mais voyons, Chandler, voyons. La police vérifiera les emplois du temps de tout le monde. Elle découvrira que vous êtes resté ici après le départ des autres. Je ne le pense pas, monsieur Davis. Personne ne sait que je suis ici. Je suis parti en même temps que les autres, mais je suis revenu quand j'ai vu que vous étiez seul. J'ai décidé que le plus sage serait de vous tuer pendant le déjeuner. Oui, c'est le laps de temps pendant lequel la police aura le plus de mal à déterminer où se trouvait chacun d'entre nous. Vous savez, on mange, on va à la plage, on se promène, on fait des achats. Il est presque impossible de vérifier ou de prouver qu'on n'était pas là où on prétend avoir été. Mais vous, d'habitude, monsieur Davis, je mange dans une de ces nombreuses cafétérias du voisinage, mais je ne suis pas du genre qu'on remarque, ou dont on remarque l'absence.
Ça fait des mois et des mois que j'attends ce moment, Monsieur Davis. Et enfin, ce matin, j'ai remarqué que vous aviez apporté votre déjeuner au bureau. Vous ne mangez pas, Monsieur Davis? Vous n'avez pas faim? Moi, si. C'est étrange, comme le corps humain réagit de façon curieuse. Il paraît que dans les moments de tension, de chagrin, de peur, de colère, on a souvent faim. Eh bien, en ce moment, Monsieur Davis, voyez-vous, j'ai une faim de loup. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas un sandwich? Après tout, ce sont les vôtres, et ils sont délicieux. C'est quand même curieux ce que vos sandwichs me plaisent, Monsieur Davis. En général, je suis trop sensible pour bien jouir de la nourriture. J'ai peu d'appétit et je digère mal. Oh oui, mon Dieu, je digère très très mal. Vous pensez peut-être que je suis un peu fou de parler nourriture dans un moment pareil? Je ne sais pas pourquoi je ne vous tue pas immédiatement, Monsieur Davis. Est-ce parce que je jouis de ces instants et désire les prolonger, ou parce qu'en réalité, j'ai peur de l'acte final? Mais même si j'ai vraiment peur, Monsieur Davis, soyez assuré que j'ai la ferme intention d'aller jusqu'au bout. Je vais vous tuer, Monsieur Davis. Il y a trop longtemps que j'attends cet instant. En plus, vous n'imaginez pas les ruses et l'argent que j'ai dû utiliser pour acheter cette arme. Voulez-vous une cigarette, Monsieur Davis? La cigarette du condamné à mort? À propos, auriez-vous un dernier souhait? Non, pas précisément, Chandler. Dites-moi, savez-vous où se trouve votre femme en ce moment? Hélène? Ma femme? Pourquoi? Vous voulez lui dire adieu? Ou tenter qu'elle me dissuade de vous tuer? Je regrette, Monsieur Davis, de ne pouvoir arranger cette entrevue. Hélène est partie jeudi passer une semaine chez sa sœur. Vous avez peur? Non, je n'ai pas peur de mourir, Chandler. Je suis en règle avec ce monde et ses habitants. J'allume une cigarette et j'aspire profondément la fumée. Chandler secoue légèrement la tête sans comprendre. C'est arrivé 3 fois, Chandler. 3 fois. Avant Hélène, votre femme, il y a eu Béatrice. Et avant Béatrice, il y a eu Dorothée. Mais de quoi me parlez-vous, Monsieur Davis? Essayez-vous de gagner du temps? Ça ne servira à rien. À rien. J'ai verrouillé les portes extérieures sur le couloir. Si quelqu'un revient avant 1 heure, ce dont je doute, il ne pourra pas entrer. Et s'il insiste, je n'aurai qu'à vous tuer et sortir par la porte de derrière. Je sens la sueur froide me couler dans le dos. L'amour et la haine sont tout proches, Chandler. Surtout chez moi. Voyez-vous, quand j'aime ou quand je hais, c'est avec intensité. J'aimais passionnément Dorothée et j'étais certain qu'elle m'aimait. Nous devions nous marier. J'avais fait des projets, beaucoup de projets, mais au dernier moment, elle m'a dit qu'elle ne m'aimait pas, qu'elle ne m'avait jamais aimé. Alors, puisque je ne pouvais pas l'avoir, j'ai décidé que personne ne l'aurait. Et je l'ai tuée. Je l'ai tuée, mais ce n'était pas suffisant, Chandler, comprenez-vous? Je la haïssais, oui, je la haïssais. J'ai acheté un long couteau et une scie. Lorsque j'ai eu fini, j'ai alourdi le sac avec des pierres et j'ai jeté les restes dans la rivière. C'est 2 ans plus tard que j'ai rencontré Béatrice. Elle était mariée et nous avons eu une liaison pendant 6 mois. Je croyais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais, mais quand je lui ai demandé de divorcer et de vivre avec moi, elle a... Elle a quoi, Monsieur Davis?
Elle a ri. Cette fois, voyez-vous, Chandler, la scie et le couteau n'étaient pas assez suffisants. Cela ne pouvait me satisfaire. J'ai donc mis le corps dans un grand sac. Il faisait nuit noire quand j'ai porté le sac aux animaux sauvages du zoo. Je suis resté à regarder pendant des heures les fauves grognant derrière leurs barreaux. Je les ai regardés déchiqueter le cadavre et s'en repaître goulûment. À cet instant de mon récit, les yeux de Chandler s'agrandissent. Il a cessé de manger, il a cessé de sourire. Il est pâle, terriblement pâle. Je me lève lentement, très lentement, et je me penche vers lui. Votre femme ne voulait pas vous quitter, Chandler. Elle s'est moquée de moi. Je l'ai haï autant que je l'ai aimé, mais je l'ai haï plus que je n'ai jamais haï personne au monde. Et je me suis alors rappelé les fauves du zoo, combien ils avaient aimé chaque parcelle de Béatrice. Chandler, où croyez-vous que votre femme se trouve réellement en ce moment? Où croyez-vous qu'Hélène se trouve en ce moment? Après l'enterrement, j'aide Hélène à remonter en voiture. Quand nous sommes seuls, elle se tourne vers moi. « Je suis tout à fait sûr qu'Henri ne savait rien à notre sujet, Bob. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il s'est suicidé, et dans ton bureau encore. » Je ne sais pas, Hélène, chérie, je ne sais pas. Peut-être à cause de quelque chose qu'il a avalé et qu'il n'a pas digéré. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.